Bonjour à toutes et tous. Notre épisode commence en 1054. Pourquoi en 1054 ? Parce qu'il s'agit de la date traditionnellement admise, bien que plus symbolique qu'autre chose, à laquelle les patriarcats chrétiens orientaux font rupture avec celui de Rome, qui commence à devenir un peu trop prétentieux sur ses prérogatives. C'est la date du grand schisme. À partir de là, les échanges culturels entre Orient et Occident de la Méditerranée cessent rapidement. Mauvaise pioche pour l'Occident. Au début du XIe siècle, l'Europe connaît une crise profonde. Elle est menacée par la paix. Et, pour occuper les seigneurs de la guerre, on a l'idée de les envoyer en croisade. L'épopée des croisades est épique et il serait intéressant d'en raconter l'histoire tellement on en dit tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, mais là n'est pas le sujet de notre petite série. Les chevaliers qui se sont croisés, c'est de là que vient le terme, ne reviennent pas de leur voyage les mains vides. Ils en ramènent des richesses, inconnues en Europe, que leur ont fait découvrir l'Empire abbasside, leur allié contre les envahisseurs de Jérusalem venus du Turkménistan. C'est d'ailleurs de ces richesses, qui ont un grand succès dans les cours d'Europe, dont vient la légende, tout aussi absurde que les autres, du fameux trésor des Templiers. Car les monarques européens sont prêts à s'arracher ces richesses à prix d'or, et en particulier les savoureuses épices qui relèvent une cuisine occidentale un peu fade et que l'Empire abbasside achète en Extrême-Orient. Que ne donnerait-on pas pour que les monarques européens en visite diplomatique chez nous en repartent enchantés de notre table ? Dès lors, on va tâcher d'organiser le commerce de ces épices, avec l'Empire abbasside et même au-delà, si c'est possible. Bref, vous l'avez compris, au XIIe siècle, les Occidentaux recommencent à voyager. Ils ont donc besoin de cartes, de vraies, de sérieuses, il y a de l'argent en jeu. Deux instruments fondamentaux pour la cartographie sont alors largement utilisés. La boussole chinoise, arrivée depuis peu par l'intermédiaire des Vikings, et le log de bateau, récemment mis au point et qui permet de mesurer la vitesse d'une embarcation en fonction du nombre de nœuds qu'il laisse filer derrière lui en un laps de temps donné, d'où la raison pour laquelle la vitesse maritime est dès lors exprimée en nœuds. La boussole indique un cap, une direction, et le loch, couplé à un sablier, permet de calculer une distance. Dès lors, les ports peuvent être rigoureusement localisés les uns par rapport aux autres sur des cartes d'un genre nouveau qu'on appelle des portulans. On reconnaît bien les côtes méditerranéennes et on peut dire qu'ils sont géométriquement particulièrement précis pour l'époque. Et quand on a voulu aller plus vite et plus loin, les connaissances de Ptolémée ont vite retrouvé le chemin de l'Europe, même s'il faudra encore attendre quelques siècles pour que l'on y retrouve trace de son atlas. Mais vous notez que les portulans sont des cartes principalement maritimes, et, toujours faute d'utilité, les cartes terrestres ne s'enrichissent que de rares nouveautés. L'évolution la plus significative se produit au début du XIVe siècle, après le retour de Marco Polo en 1299 de son voyage commercial en Extrême-Orient, réalisé notamment pour exploiter le filon des épices, bien entendu. La nouvelle cartographie européenne, installée par l'Atlas catalan, un portulan établi vers 1375, intègre ces récents témoignages terrestres. Mais la question de la forme et les dimensions de la Terre n'est pas encore reprise lorsque l'âge d'or médiéval, parfois appelé la Renaissance du XIIe, est stoppé par la guerre de Cent Ans. On en est toujours au même point, comme en témoigne le traité sur la sphère de Jean Sacrobosco au XIIIe siècle, ou l'Imago Mundi, le nouvel atlas établi par le cardinal Pierre d'Ailly au début du XVe. Il le confirme. La Terre est sphérique, et concernant ses dimensions, il approuve très naturellement les travaux de Ptolémée, c'est-à-dire cette fameuse Terre trop petite. Mais le commerce des épices prend alors un tour inattendu. Car les deux pays européens les plus occidentaux, l'Espagne et le Portugal, sont ceux qui les payent les plus chers. Ce leur serait bien utile de trouver un chemin commercial vers les richesses de l'Extrême-Orient, plus direct que celui qui passe par les Birmans, les Indiens, les Afghans, les Perses, les Arabes, les Turcs, les Grecs, les Vénitiens et les Génois, qui, tous, prennent une marge sur leur commerce. Dès 1430, le roi Henri du Portugal, surnommé le Navigateur, bien qu'il ne soit jamais monté à bord d'un bateau, lance son pays à la recherche d'une route vers l'Est par le contournement de l'Afrique. Les explorateurs se succèdent toujours plus au sud, le long des côtes africaines, avec, toujours,
la peur de se heurter à l'invivable zone équatoriale de feu dont il est toujours question depuis l'Antiquité. Mais en 1446, Nuno Tristan aborde la Guinée, un pays verdoyant et parfaitement habité. Cette découverte balaie d'un coup la théorie grecque des 5 climats et par extension sème le doute sur les travaux de Ptolémée. Mais pendant ce temps-là, l'Espagne ne sait pas trop quoi faire, car le Portugal lui est passé devant et, si ses expéditions sont promises à réussir, comme le laisse supposer la découverte de Nuno Tristan, c'est la ruine à court terme, car l'Espagne se trouverait dès lors soumise aux conditions commerciales de tous ses voisins. La solution qu'elle va trouver nous sera dévoilée au prochain épisode.